Maintenant, écoutez-moi. C'est un homme et il a un nom. Il s'appelle Robert Paulson. Bon, écoutez-moi bien. Lui, c'est un homme et il a un nom. Il s'appelle Robert Paulson. Bon, et ben vous avez vu l'intro, on va se pencher sur cette pratique, ce métier, cet art qu'est le doublage. Ça fait bien 20 ans que je casse les burnes à tout mon entourage, à reconnaître chaque voix dans chaque pub, dans chaque film. Donc voilà, aujourd'hui il fallait que je vide mon sac, que j'en parle à une audience un peu plus large. Donc que vous connaissiez le doublage ou non, je vais vous expliquer pourquoi j'aime autant le doublage et les comédiens qui en font. Mais avant de parler des comédiens, on va parler technique. Parce qu'il y a pas mal d'étapes importantes à mettre en lumière dans le processus du doublage d'une œuvre, et c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Alors premièrement, l'œuvre tournée est entre les mains des diffuseurs, aussi appelés des distributeurs, qui eux vont faire appel à une société de doublage qu'on appelle aussi des doubleurs. Ouais, je sais, c'est comme ça qu'on a tendance à appeler les comédiens de doublage, par raccourci de langage et parce que ça paraît plus naturel en fait de finir le nom d'un métier en heure à la fin. Mais il y a pas mal de professionnels du doublage qui ne sont pas vraiment pour, c'est un long débat, mais on y reviendra plus tard. On ne dit pas doubleur, on dit comédien de doublage, putain! Ensuite, la société de doublage, elle, va commander une traduction et une adaptation, et l'adaptateur joue un rôle vraiment crucial, vous vous en doutez bien, parce que c'est pas de la traduction mot pour mot. Pour que l'illusion que ce que l'on regarde en français fonctionne, il y a un vrai travail déjà pour que les textes aient une sonorité naturelle, qu'ils respectent les intentions du film, et que les références culturelles soient compréhensibles pour nous, public francophone. Je vous donne un exemple avec le film Donnie Brasco, où Al Pacino rencontre le parrain de la mafia. To me, this is like a great moment in my life. It's like meeting Mickey Mantle. Pour moi, cet instant est un grand moment dans ma vie. C'est comme si je rencontrais Mohamed Ali. Mickey Mantle, est-ce que quelqu'un l'avait? Personne. Déjà parce qu'il est mort il y a belle lurette. Mais il s'agit tout simplement d'une des plus grandes légendes du baseball qui jouait pour les Yankees dans les années 50 et 60, à la même période où Mohamed Ali, lui, régnait sur le monde de la boxe. Du coup, c'est cohérent, on garde. Bon là c'est un exemple vraiment facile, mais quand il faut adapter des dialogues blindés de références et d'expressions que nous on n'a pas en France, sur une série de plusieurs saisons, je vous laisse imaginer la quantité de taf et la créativité qu'il faut avoir. Ensuite, évidemment, il faut que les lèvres soient synchro avec celles des personnages à l'écran. Pour ça, il y a une phase de détection en amont qui va repérer chaque début et chaque fin de phrase, avec les mots parlés, les rires, les cris, les soupirs, les chuchotements et les respirations. Ensuite, on va écrire tout ça numériquement sur une bande rythmo qui défilera en bas de l'écran pendant le doublage. En général, c'est des coupes de 30 secondes à 1 minute. Et pour finir, une ou un directeur de plateau va faire passer des essais à plusieurs comédiens, et comme sur un plateau de tournage ou au théâtre, il va les diriger pour être juste dans leurs intentions et dans leur jeu. Et en présence de l'ingé son, qui lui aussi est là pendant la séance de doublage, ils vont vérifier qu'ils ne terminent pas leur phrase trop tôt ou trop tard. Et surtout être dans le ton approprié de la scène qu'ils doublent, tout en lisant la bonne rythmo qui défile en bas de l'écran. Oh, non, tu m'as déjà offert mon cadeau. Ah oui, j'oubliais. Il t'a plu? Oui. Et alors cette bande rythmo, justement, il suffit pas de la lire. C'est un exercice compliqué au début, auquel il faut s'habituer et qui s'apprend. Et beaucoup de nos voix favorites en font depuis l'enfance ou l'adolescence. Et si c'est pas le cas, ils font tous au moins du théâtre et ont pris des cours d'art dramatique. Et c'est hyper important. Tout ça, ça s'apprend. Voilà, cours de théâtre. Déjà, premier conseil, apprendre les textes classiques, Racine, Shakespeare, Molière et tous les autres. Moi, vu que je suis passionné de doublage, combien de fois on m'a dit mais pourquoi t'essayes pas, pourquoi t'en fais pas? Et parce que je suis pas comédien. Et c'est clairement la base. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que certains professionnels du doublage n'aiment pas qu'on dise que ce sont des doubleurs, car avant toute chose, ce sont des comédiens, et pas des moindres. Bref, une fois que tout est enregistré en tout cas, l'ingé son, lui, va balancer toutes les bandes ensemble, les ambiances, les dialogues, les musiques, et ce rôle, encore une fois, est très important. Un mauvais mixage peut saboter toutes les étapes que je viens de citer en amont. Et plus de temps on aura laissé aux professionnels du doublage, plus le résultat sera bon. Et logique, vous me direz, ouais, mais c'est pas toujours le cas. Et si certaines personnes boudent la VF aujourd'hui, c'est parce que justement, le temps alloué à chaque doublage n'est plus aussi long qu'avant. La plupart des comédiens font leur partition seuls maintenant, devant la barre, alors qu'il y a une dizaine d'années, pour la plupart des doublages, ils jouaient pour le plus souvent en groupe. Qu'est-ce que tu attends pour commencer le combat? Je n'ai pas dit mon dernier mot! Bon, à l'exception de certaines grosses productions, ou les Disney aussi par exemple, qui eux font toujours des enregistrements piste par piste pour avoir la meilleure qualité possible. Ok, maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair dans les techniques de création, on va remonter le temps de quasiment un siècle. En 1927, le cinéma parlant fait son apparition aux États-Unis avec le film Le Chanteur de Jazz, qui arrivera en France en 1929 et qui hypera tout le monde. Le problème, c'est en anglais. Et un des premiers systèmes pour pallier à ça, ça va être l'utilisation des cartons intertitres. Vous savez, c'est les textes un peu encadrés là qu'il y avait dans les vieux films en noir et blanc de l'époque, avec des vieilles musiques dessus. D'ailleurs, c'était un des premiers jobs d'Alfred Hitchcock, ça, de mettre les petits cartons en intertitres. Mais au final, ce système ne conviendra pas du tout le public et les cinéastes pensaient que les images se suffisaient à elles-mêmes. Et en vrai, on est d'accord, c'était pas ouf.
Mais les studios hollywoodiens, eux, souhaitaient élargir leur public et progressivement s'imposer en Europe. Donc plusieurs méthodes vont être mises en place pour proposer les films en plusieurs langues, dont un qui consistait à engager plusieurs comédiens de nationalités différentes qui venaient jouer à tour de rôle dans leur langue d'origine. Et au-delà de la complexité de devoir diriger toutes ces personnes, parce que ça devait être un sacré taf, ça n'était pas du tout rentable pour les sociétés de production. Du coup, ils ont eu l'idée de faire jouer les comédiens dans plusieurs langues directement pendant le tournage. Ça fait qu'à cette période, en France, on pouvait voir jouer Laurel et Hardy dans notre langue, sans doublage, mais en plus de l'anglais, ils devaient tourner en italien et en espagnol. Sure, why? Seguro que si. Porqué? Déjà, arriver sur un plateau de tournage et de connaître ton texte, c'est une petite pression en soi, mais là, tu vas devoir jouer en phonétique dans une langue que tu parles pas du tout. Parce que oui, évidemment, ils ne parlaient absolument aucune autre langue que l'anglais. En fait, il y avait des panneaux hors champ et ils devaient les apprendre et les jouer. En fait, les techniques de doublage évoluent vraiment au début des années 30 et commencent à devenir une norme pendant la Seconde Guerre mondiale où l'Allemagne nazie utilise le doublage pour faire de la propagande en Europe. Et quelques années après la guerre, en 1949, pour tenir tête à la puissance hollywoodienne qui commence à prendre de plus en plus de parts de marché en France, une loi qui avait déjà été décrétée en 1932 est alors signée. Et cette loi qui stipule, qui raconte que les films doublés en français doivent être faits en studio sur le territoire français. C'est ce qu'on appelle le contingentement. Et ouais, moi non plus, je fais bluff, je connaissais pas du tout ce mot. En fait, pour la faire courte, c'est une mesure qui vise à limiter les œuvres étrangères en France pour protéger et promouvoir les productions nationales. Parce que ouais, en fait, il fallait forcément un quota de diffusion des œuvres françaises à la télé et au cinéma, et les films étrangers devaient être diffusés en VF pour préserver la diversité culturelle, linguistique et artistique française. Ça me fait quand même une joie dont tu n'as pas idée, Honoré. Bon, dans tout ça, l'évolution du doublage continue sa progression, on accélère un peu dans le temps pour arriver dans les années 70 et 80. Et ça, c'est une période que j'adore. C'est à cette époque qu'on va voir arriver les premières voix vraiment mémorables pour le public. Et forcément, de cette période, je suis obligé de citer Francis Lax, Dominique Paturel, Claude Joseph, Médondo, Pierre Attet, Serge Chauvion, Roger Carrel et plein d'autres. Et eux, ceux que je viens de vous citer, vont vraiment commencer à marquer les esprits. Et un de mes préférés là, de tous ceux que je viens de citer, c'est Marc de Georgie. Je m'appelle Pelzer, Rand Pelzer. C'est moi là, au bord du trottoir. Je suis inventeur. Et j'ai une histoire à vous raconter. On enquêtait sur hold-up à la First National Bank de Toonville. Parce qu'en ce temps-là, moi et Teddy, on aimait bien travailler à Toonville. On trouvait ça amusant. Ah, c'est trop. Sa voix, ce mec, je sais pas, je la trouve réconfortante. Il y a un petit ton de gangster, je sais pas. Il y a un truc que j'aime trop. Je saurais pas vous expliquer pourquoi. Et là, même si je parle des années 70 et que tous ces comédiens sont aujourd'hui malheureusement décédés, dites-vous que vous les connaissez tous. La moitié des noms que j'ai cités ont tous joué dans des films, des trilogies, des sagas que tout le monde a vu. Que des films grand public qui vont être de véritables phénomènes culturels et qui battront tous les records d'entrée au cinéma. And to all the Rockies in the world, I love you. Et une des dernières voix qui est encore là de cette génération d'acteurs des années 30 à peu près, c'est Jean-Pierre Moulin. Il se chie dessus quand on le fait combattre. Tu l'asticotes un peu et il lui pousse des couilles. Tu aimes les combats de chiens, Turkish? D'accord, tu veux rouler ta caisse, petit frimeur. Tu veux t'en mettre plein les poches, hein? On va voir ce que tu as dans le ventre. Tu t'y connais un peu en cocaïne? J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. C'est notre grand-père à tous, Jean-Pierre Moulin. Comme Roger Carrel, comme plein d'autres. Donc là, on est arrivé dans les années 80, et les années 80, c'est l'arrivée des blockbusters et du cinéma d'action avec tous les acteurs mythiques qui vont avec cette époque-là. Mais aussi du cinéma fantastique et de science-fiction avec des réalisateurs qui ont une identité visuelle et un univers très prononcé. L'arrivée du cinéma indépendant aussi va vraiment changer la donne. Des films qui ne sont pas du tout entre les mains des majors, des films du coup avec des budgets beaucoup plus restreints mais une plus grande liberté artistique. Et là, vous dites pourquoi il parle de tout ça, il est où le doublage? Et si je parle de tout ça, c'est que justement à cette période-là, le cinéma commence à toucher absolument tout le monde. À la fin des années 80 et surtout au début des années 90, chaque foyer dispose maintenant d'un appareil qui permet d'avoir le cinéma à la maison comme bon lui semble. Je parle bien évidemment du magnétoscope. Alors qu'en 2016, le dernier fabricant de magnétoscopes a définitivement arrêté sa production, des applications permettent de filmer à la manière de la VHS. Comme si pour toute une génération, la laideur de l'image avait fait le charme du souvenir. Car pour les jeunes ayant grandi dans les années 80, la petite boîte noire fut une révolution. I'm just silly, sir, but that machine, that is really fantastic. Alors ouais, comme je vous expliquais, l'arrivée du magnétoscope va vraiment changer la manière de consommer le cinéma. Le prix des cassettes vidéo devient abordable et chaque cinéphile peut maintenant se construire une collection de VHS à la maison. En plus, ce qui est fou, c'est que ce support physique a eu le pouvoir de prolonger la vie d'un film et même lui offrir une seconde chance. Parce que ouais, il y a plein de films cultes qui n'ont pas rencontré le succès au cinéma. C'est vraiment la VHS qui leur a donné ce statut. Mais surtout, ce qui était cool, et ce qui faisait encore une fois pas plaisir aux majors, c'est que les films pouvaient être enregistrés. Un bout de scotch, et terminé. Les séries et les dessins animés aussi à cette période commencent à être vraiment beaucoup diffusés, et c'est surtout à la même période où nous, on se butait tous à la trilogie du samedi, au film du dimanche soir et au Club Dorothée, pour les plus vieux. Et c'est précisément à ce moment-là
que pour bon nombre d'entre nous, l'accoutumance aux voix s'est créée. Et surtout, la qualité des films et les doublages qui les accompagnent pendant cette période va vraiment marquer tout le monde. Et aussi, cette période, c'est qu'un grand nombre de comédiens de doublage vont commencer à devenir les voix attitrées de nos acteurs préférés. T'as Michel Papinetti sur Robin Williams, Mike Dara sur Whoopi Goldberg, Jean-Philippe Martin sur Tom Hanks, Céline Onsara sur Julia Roberts, et un de mes préférés de cette génération, comme beaucoup, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a pas longtemps, c'est Emmanuel Curtil. Bonjour, j'ai oublié ton nom, je m'en fous. La caisse est vide. Vous arrivez un peu tard. Le bruit le plus agaçant du monde, tu connais? Il ne faut jamais demander qui est là. Toi qui aimes les films d'horreur, tu devrais savoir que ça porte malheur. Il vaut mieux être craint ou être aimé. Tu disais que tu veillerais sur moi. Mais tu n'es pas là. Tu as dit avoir besoin d'un sauve-conduit. Tu as vu ce qui s'est passé? Je viens de tuer un homme. Domino, putain d'enfoiré. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Bon, et bien sûr, il a fait plein d'autres choses. Déjà, la télé, le peu que je regarde ou que j'entends la télé en fond, il est dans une pub sur deux, j'ai l'impression. Mais le plus marquant de sa voxographie, c'est clairement Jim Carrey. Et Jim Carrey, justement, comme tout le monde, je suis fan de ses expressions de visage, de sa gestuelle, même son jeu en anglais, parce que j'ai déjà vu en anglais quand même. Mais en vrai, je sais que ce que je préfère chez Jim Carrey, c'est Emmanuel Curtil. C'est sa voix. Et forcément, toutes ces voix ont été choisies. Et si vous êtes habitué aux interviews de comédiens de doublage, il y a un nom qui ressort très souvent. C'est celui de Jenny Gérard. Oh, Jenny Gérard est quelqu'un qui m'a donné la chance. Jenny, c'est une belle aventure. Jenny, c'est une relation d'amitié très forte. Jenny Gérard, c'est elle qui a eu l'idée en fait de me proposer en fait tous ces rôles. Alors cette grande dame qui est malheureusement décédée aujourd'hui et qui a placé un nombre de voix incalculable sur un si grand nombre de films qu'il est impossible de faire une liste complète. Je vous mets quelques exemples là et dites-vous que je n'ai même pas mis la moitié de ce qu'elle a fait. Pour ma génération, c'est clairement à elle qu'on doit notre voxophilie. Et au-delà de cette liste importante de films qu'elle a pu diriger, c'est vraiment l'ambiance qu'elle faisait régner sur les plateaux de doublage qui fait qu'on se souvient encore d'elle aujourd'hui. Elle est très disponible, très à l'écoute des comédiens, elle aime beaucoup les comédiens et ça c'est important. Le don de Jenny, c'était qu'elle avait une très bonne oreille, donc elle distribuait très bien ses films je pense, et qu'elle instaurait une ambiance sur le plateau qui était une ambiance très chaleureuse, très famille, il y avait zéro pression. Évidemment, il n'y a pas qu'elle. Plein d'autres directeurs artistiques méritent autant de reconnaissance. Il va y avoir Perrette Pradier, Nathalie Rimbaud, Jean-Pierre Dora, Thierry Vermut, Béatrice Delphes et José Luciani. C'est très dur de choisir des noms et de pas tous les dire, il y en a d'autres que je pourrais citer, mais encore une fois, beaucoup de personnes qui ne sont plus là aujourd'hui mais qui ont énormément contribué à cet art. Bon, maintenant que tout ça est dit, on va revenir quand même 2 secondes sur Jenny Gérard et Damien Boisseau qu'on a vu il y a 2 secondes. Ce film-là, comment vous dites le titre ? Oh ouais, Haïti, ouais, moi aussi, parce que j'ai envie de garder mes amis, j'ai pas envie de me faire tabasser dès que je dis le titre que j'ai en tête. C'est E.T. Je m'en fous de ce que c'est E.T. Essaie de dire E.T. 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 Moi j'ai grandi avec la VHS de 82 doublée par Damien Boisseau. Pour moi c'est E.T. à vie. E.T. téléphone à sa maison. E.T. téléphone à sa maison. Comme Martin Scorsese là, arrêtez avec ça. Martin Scorsese. Vince? Hey, it's Marty Scorsese. Pronounce your last name for me. Scorsese. Bon là je force, comme Nicolas Cage. Connais d'autres Nicolas toi? Vas-y, bon j'arrête, je vais me faire des ennemis. Et au passage Damien Boisseau il a fait tout ça. Vas-y, cligne des yeux. Fais comme moi. Tu peux y arriver. Vous allez me tuer comme ça! Comment c'est la réanimation? C'est moi qui l'ai venu voir! Arnaque! Imbécile de cheval! Il faut que tu bouges sinon tu vas mourir! Ne dis pas ça, ne dis jamais ça! Les Goonies ne pensent jamais à la mort! Verno, toi t'y connais rien. Mighty Mouse c'est un dessin animé. Superman c'est un mec en vrai. Je veux pas que tu cherches les emmerdes à l'école, que tu essaies de m'impressionner et que tu ramènes ce connard ici, d'accord? Quelqu'un veut un hamburger? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez pas un hamburger? Je vous l'ai déjà dit. Je ne suis pas Nick Fisher. Bon, vous l'aurez compris, en tout cas, il existe des redoublages de films. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, d'une, c'est pour améliorer la qualité sonore, et aussi pour s'adapter aux évolutions de langage dans le temps. Dans le cas de E.T., dans le cas de E.T., c'était pour le 20e anniversaire où des scènes supplémentaires ont été rajoutées pour l'occasion. Et aussi dans tout ça, je vous conseille de regarder l'audition en entier de Henry Thomas, celui qui joue Elliot dans le film. Elle est incroyable. Henry Thomas du coup. Okay, kid, you got the job. Énormément de Disney aussi ont été redoublés au fil des décennies. Je crois que c'est ceux qui redoublent plus leurs œuvres. Et il y a un cas très connu aussi qui a été redoublé, et là je trouve le deuxième doublage incroyable, c'est celui du parrain. Alexis Victor sur Al Pacino, il est incroyable. Il faut seulement que nos informateurs découvrent où ça doit se passer. Et on exige un lieu qui soit bien public. Un bar, un restaurant, pourvu qu'il y ait un peu de monde autour de nous. Et José Luciani en Don Corleone, il n'y a rien à dire. Mais tout le cast, vraiment tout le film, j'ai un coffret où justement j'ai les 2 doublages, je peux pas choisir, j'aime les 2. Je sais même pas lequel j'ai découvert en premier, mais je sais que les 2 fonctionnent, j'adore les 2. Mais est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce que je sens un peu d'amitié? Est-ce qu'il vous vient à l'idée de m'appeler parrain? Est-ce que je vois un peu de respect?
Est-ce que je sens un peu d'amitié? Est-ce qu'il vous vient l'idée de m'appeler parrain? Mais j'aimerais beaucoup savoir ce que les personnes qui ont connu la VF dans les années 70 et qui n'ont vu que celle-ci pensent justement du redoublage qui a été fait. Mais à mon avis, c'est exactement le même effet que moi j'ai pour E.T. Peu importe le talent de l'acteur qui vient doubler à la place, c'est nos souvenirs qu'on attaque. Et ça, on n'aime pas. Pourtant, c'est Olivier Martret qui double Elliot dans le second doublage, et Olivier Martret, on aime tous sa voix. C'est la voix de Ron dans Harry Potter. C'est un Nimbus 2000. Mais c'est juste que c'est beaucoup trop déstabilisant de découvrir une nouvelle version, aussi propre soit-elle. On va rester dans nos belles années 90, en 1994 plus précisément. Parce que cette année-là, la surdiffusion des films en VF et les ventes de VHS, qui étaient énormes à cette époque, a fait déclencher une grève aux comédiens qui demandaient légitimement plus de reconnaissance pour leur travail. Officiellement, jusqu'à preuve du contraire, nous étions considérés comme des artistes-interprètes. Et voilà que, par le fait du Saint-Esprit, entre guillemets, parce qu'on ne veut pas nous payer, sur une surmultiplication, une surutilisation de notre travail, on nous considère comme des figurants. Ce qui est assez drôle en fait quand on sait qu'ils travaillent avec leur voix, avec le rôle d'un figurant justement, et de ne pas avoir de texte. Maintenant, on a une cession de droits. On nous donne des droits pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. C'est peanuts. Mais voilà, on a gagné ça. Et leur nom maintenant obligatoirement devra apparaître en générique de fin. Mais ça vous le voyez même pas passer, en général c'est vraiment un... Surtout qu'à cette époque, c'est vraiment mal vu de faire du doublage auprès des acteurs de cinéma et de théâtre. Sûrement dû justement au manque de considération financière et sûrement déjà certains puristes qui pensaient que c'était une abomination de faire du doublage. Bon, aujourd'hui, heureusement, les temps ont changé. La VF est reconnue comme un des meilleurs doublages au monde. On est tellement nombreux aujourd'hui à connaître leur voix et surtout leur visage. Il y a des interviews qui font 500 000 voire 1 million de vues aujourd'hui, donc ça prouve qu'il y a de l'engouement autour de ça. Avec cette vidéo, en tout cas, je voulais rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui, au final, font partie de nos vies et de nos souvenirs. Moi, en tout cas, je sais que c'est hyper important. Et au final, quand j'en parle autour de moi, j'ai un peu l'impression d'être un peu le François Pignon, tu sais, qui arrive avec ses allumettes et qui parle un truc chelou. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'on est tous un peu fans de ça. Juste, il y en a, c'est un peu trop enfoui, mais il faut leur faire réveiller un petit peu le truc. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Là, je vis à Paris depuis bientôt 10 ans, donc ça fait 10 ans que je me mange de la VO au cinéma, parce que pas le choix. J'ai habité dans d'autres villes où la VF, même le soir, était la version principale proposée. Mais malgré tout ça, avec les années, j'y ai un peu pris goût. J'attends souvent la sortie, après, sur les sites, en DVD ou en ce que tu veux. Et là, je la regarde en VF. Des fois, je suis agréablement surpris, des fois un peu moins, des fois, je suis content de retrouver les gens. Mais en tout cas, je redonne toujours la chance à la VF, même une fois que j'ai vu le film en VO. Le gars sabote toute la vidéo et dit qu'il regarde de la VO. Bon, je voulais pas faire trop long, il y a tellement de choses à dire, de personnes à mettre en avant. Je voulais également parler des versions québécoises qui nous ont un peu pourri la vie au début des années 2000. Les traductions littérales m'ont toujours fait crever. T'es le bienvenu, joyeux Noël. Mais juste dites-vous que chez eux, ils sont autant respectés que chez nous. Et que c'est juste qu'on n'est pas habitué à entendre... Et je suis Peter Parker. Au lieu de... Et je suis Peter Parker. C'est qu'une question d'habitude. Bisous mes Québécois. En attendant, je vous laisse vous abonner, me dire quel est votre comédien ou comédienne préféré. Si vous voulez en savoir davantage, il y a la chaîne de Mr. Fox qui est très complète sur le sujet. Vous avez aussi la vidéo de mon pote John Rachid que je connais depuis très longtemps, qui a sorti une vidéo il y a bien 3-4 ans de ça maintenant. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, on pensait vraiment être que tous les deux à kiffer les voix. Je vous parle de 2007-2008. C'est après qu'on a vu qu'il y avait des blogs, des chaînes YouTube, des trucs comme ça. Donc voilà. Il le disait d'ailleurs chez Mr. Fox. Dans tous mes potes, il y a qu'un pote à moi qui s'appelle Marvin, qui était comme moi. Mais sinon tout le monde me dit mais arrête de nous casser les couilles, on s'en fout que Gilbert du Chapeau double ce personnage, on s'en fout. Et bien sûr son émission sans sous-titres qui est bien plus récente et qui a été incroyable. Il y a Donald Renew aussi qui est très connu, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est la voix de Spider-Man, Titeuf entre autres, qui lui a une chaîne qui s'appelle Stream VF. Il fait que des émissions totalement barrées avec des guests de prestige. La dernière chaîne qui m'a scotché c'est Demetra Felina Katz, j'espère que je le prononce bien, qui a une chaîne remplie d'images d'archives, je sais pas du tout où elle trouve ça, c'est incroyable. Et une toute nouvelle chaîne d'interview qui me fait beaucoup penser à Thinkerview, pour ceux qui connaissent, c'est une chaîne d'interview qui s'appelle DVTI, qui interviewe que des comédiens de doublage. C'est des interviews d'1 heure, voire plus, avec un long temps de parole pour les comédiens. C'est tout ce qu'on aime. En tout cas, je vous retrouve pour ma prochaine vidéo qui parlera du film Il était une fois le Bronx. Je vous laisse vous abonner et je vous dis à plus tard.